remercier de m'accueillir ici aujourd'hui et merci à Enerplan pour cette proposition de keynote, en particulier à Richard Loyen, avec qui j'échange depuis une quinzaine d'années, mais que j'ai vu pour la première fois aujourd'hui. C'est la magie des échanges entre experts qui ne se croisent pas forcément. Alors j'ai la dure tâche de vous garder éveillé et attentif alors que je sais que certains d'entre vous pensent déjà au déjeuner. Alors je vais commencer par une petite anecdote. C'est qu'il y a un peu moins de 20 ans, je commençais tout juste dans la vie professionnelle et donc je passais un entretien dans un grand cabinet de conseil en organisation et management, poste que j'occupe toujours aujourd'hui une vingtaine d'années plus tard, et que quand mon recruteur, qui était un associé plutôt capé, m'a demandé ce que je faisais là et comment je voyais les mutations du secteur énergétique dans les années à venir, ben je lui ai forcément parlé du solaire en lui disant ça c'est quelque chose qui arrive, qui va complètement décentraliser le système électrique qui aujourd'hui est très concentré, donc ça va forcément changer les modes d'organisation entre les personnes, entre le transporteur, le distributeur, le producteur. Et puis là il m'a regardé avec des grands yeux en me disant mais vous n'y pensez pas, le solaire ne produit pas la nuit. On ne disait pas intermittent à l'époque. Il disait, le solaire, ça ne produit que quand il fait jour, donc c'est une danseuse, ça ne marchera jamais. Et alors là, à mon tour, je l'ai regardé avec des grands yeux, et je lui ai dit qu'on aurait bien des technologies, on trouvera bien des fonctionnements, des modes de fonctionnement pour accueillir l'innovation sur ce grand système électrique. Il a hoché la tête, il a écrit sur son petit carnet à l'envers que j'avais une faible capacité de compréhension, et il m'a mis dehors. Voilà. Et ben un an plus tard, l'entreprise en question, j'occupais le même poste mais dans une autre entreprise qui avait un petit peu mieux compris ce qui était en train de se passer, et un an plus tard, son entreprise à lui était dans un redressement judiciaire. Alors il n'y a pas un lien de cause à effet direct, mais toute entreprise qui néglige les changements qui arrivent et qui essaye de fermer les yeux est condamnée à disparaître. Voilà. Et à contrario, toutes celles qui arrivent à prendre des opportunités eh ben, sont amenées à croître et à aller jusqu'où on ne sait pas. Parce que justement, je voulais montrer ce petit graphique, si on l'a pris. C'est pas exactement celui-là, mais c'est pas grave. C'est qu'en fait, il n'y a plus de limite à ce qu'on peut faire avec du photovoltaïque et que sur le solaire, on s'est toujours planté. Voilà. On s'est toujours planté parce qu'à chaque fois, on a fait des prévisions que vous voyez là en jaune. En jaune, à chaque fois, ce que vous voyez là, c'est les prévisions réactualisées. À chaque fois, on a fait des prévisions de ce que serait le solaire installé dans 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et vous voyez que ces prévisions, elles ont été très régulièrement mises à jour, à chaque fois à la hausse, et qu'à chaque fois, elles se sont plantées. Voilà. Et vous avez une belle exponentielle qui part. Jusqu'où s'arrêtera-t-elle? On ne sait pas. Ça, c'est le photovoltaïque installé dans le monde. Et chaque année, on bat des records. On se demande jusqu'où on peut aller. En fait, moi, je vous partage une conviction aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec un panneau solaire et que ça ne va pas s'arrêter. Voilà. En Europe, pour vous donner quelques chiffres, en Europe, l'année dernière, on a installé l'équivalent du parc nucléaire français en puissance solaire. Voilà. Donc chaque année, c'est l'équivalent du parc nucléaire français qui arrive en solaire. Sur l'autoconsommation, on a aujourd'hui pas loin de 5 gigawatts de solaire installé. Pourquoi? Parce que ça y est, on a un modèle économique qui tient en autoconsommation. Ce n'était pas le cas à une certaine époque quand les panneaux solaires coûtaient effectivement cher et que le tarif de rachat était à 500 € du mégawattheure. Mais ça, c'est fini. Voilà. Alors les contrats à 500 € du mégawattheure sont quand même bien ancrés dans les esprits. Et très souvent, quand on vous dit que le solaire coûte cher, en fait, on se réfère à ces anciens contrats. Mais comme moi, je dis souvent à des journalistes, attention, le monde de l'énergie, il change très, très souvent, chaque année, tous les 5 ans. Donc si vous parlez à un expert qui était un expert il y a 5 ou 10 ans et qui ne s'est pas mis à jour depuis, eh bien, il vous raconte des bêtises. Voilà. Donc quand on vous dit l'énergie solaire, oui mais c'est cher, eh ben, très souvent c'est une donnée un peu datée.
Voilà, donc ces contrats-là, ils existent toujours, ils vont courir, mais ils sont amenés à s'éteindre. Hein. Si vous regardez les graphiques de soutien aux énergies renouvelables à prix de marché constant, eh ben ça baisse. Voilà, on déploie de plus en plus de renouvelables, mais ça coûte de moins en moins cher à l'État, en tout cas à partir de 2030, quand effectivement ces anciens contrats s'éteignent. Donc on a un contexte qui est très favorable. Vous avez déjoué tous les pronostics, et il n'y a plus de limite à ce qu'on peut faire avec du solaire. Et c'est plus la danseuse de certains écolos. Voilà. En France, l'année dernière, on a installé 5 gigawatts de solaire, dont 1,5 gigawatt en autoconsommation. Vous avez d'autres pays européens qui ont installé beaucoup plus que ça et qui ne sont pas réputés pour être spécialement écolos. Voilà. La Pologne, les Pays-Bas, qui ne sont pas spécialement ensoleillés, avec toute mon amitié pour les Néerlandais, c'est quasiment 10 gigawatts de solaire installés certaines années. Alors on parle souvent de l'Allemagne, qui fait plus, qui monte jusqu'à 14. Et à chaque fois on vous dit oui, mais l'Allemagne, sortir du nucléaire, tout ça, bon. Je vous dis, écartons ces débats-là, regardons les autres pays, regardons l'Espagne, effectivement, pas loin de 10 gigawatts, un peu moins, 8 gigawatts. Donc, on sait qu'on s'est installé l'équivalent de plusieurs réacteurs nucléaires en solaire en une seule année. Et ça tombe bien, puisque nos besoins en électricité sont amenés à croître. Si on veut basculer des énergies fossiles vers de l'électricité, si on veut doubler la part de l'électricité dans le mix énergétique, alors très souvent quand vous dites il faut électrifier l'économie, ça ne parle pas assez, donc moi je dis tout le temps on va faire du véhicule électrique, on va faire de la pompe à chaleur, on va électrifier l'industrie, on aura de la production d'hydrogène qui est une forme d'électrification indirecte, et pour tout ça il faudra plus d'électricité. Alors oui, on a un bandeau nucléaire en France, et il y a une certaine fierté nationale avec ça, mais les prochains réacteurs, selon le planning officiel aujourd'hui, arrivent en 2038. Voilà. Donc il faut bien faire quelque chose avant 2038. Alors tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Et alors là, si je voulais que vous votiez pour moi, je me serais arrêté ici. Voilà. Mais on est là pour construire ensemble l'avenir, voir comment vous pouvez y contribuer justement avec ce potentiel sans limite. Parce qu'avec cette capacité d'installation sans limite, sont arrivés d'autres phénomènes, puisque vous êtes différents des moyens de production historiques. On a commencé à voir les prix négatifs sur les marchés accélérés. Alors c'est pas nouveau, les prix négatifs, hein. Pareil, au tout début de ma carrière, je me rappelle qu'on parlait des prix négatifs au Danemark, hein, avec l'éolien à l'époque, hein, qui commençait à progresser. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en 2024, il y a eu un record de prix négatifs en Europe, en large progression par rapport à l'année d'avant. Alors est-ce que c'est la faute du solaire? Pareil, ce que je répète aux journalistes, je vous le dis là, ça reste entre nous ou pas. Mais le système électrique, c'est un système composé de plusieurs objets. Et donc, si vous analysez le comportement d'un système en ne regardant qu'un seul objet, vous loupez toute la vérité. Voilà. On n'aurait pas ce problème de prix négatif s'il y avait 100 TWh de consommation électrique en plus. Et on serait très content qu'il y ait 100 TWh de consommation électrique en plus si ça venait manger sur la part des transports, par exemple. Voilà. Donc en fait, ce problème de prix négatif, c'est pas lié au solaire. C'est lié à un problème de consommation également. On a une baisse de consommation électrique que personne n'avait vu venir. Voilà. C'est-à-dire que RTE avait fait des bilans prévisionnels à partir de 2017 et il y avait certains scénarios qui intégraient une possible baisse de consommation électrique et tout le monde leur a jeté des cailloux. Voilà. Pourtant, c'est le métier de RTE de regarder toutes les variantes, hein, puisqu'ils sont responsables de la sécurité d'approvisionnement électrique. Et sur ce point-là, ils avaient raison contre tout le monde. Peut-être pas pour les raisons qu'ils avaient projetées, mais il se trouve qu'effectivement, on a une baisse de consommation électrique que personne n'a vu venir et qui est dramatique. Qui est dramatique parce que ça veut dire qu'on loupe complètement nos objectifs de décarbonation et d'électrification de l'économie. La mauvaise réaction suite à ça, ce serait de dire qu'il faut ralentir sur le déploiement des énergies décarbonées. Alors c'est amusant quand même. En 2022, on a eu une crise électrique
Et certains observateurs du système électrique mal avisés nous disaient que c'était à cause de je vais rester poli, à cause de ces incompétents de services publics qui avaient sous-dimensionné le réseau électrique. 3 ans plus tard, les mêmes vous disent on a surdimensionné le réseau électrique, il faut ralentir. Bon, alors moi j'ai une formation d'ingénieur, je regarde les temps, je me dis bon, on ne peut pas changer de braquet comme ça tous les 3 ans. Un système électrique, ça se construit dans la durée. Et donc on sait que si on veut réussir, on aura besoin de plus d'électricité. Donc toutes ces capacités renouvelables qu'on déploie aujourd'hui, on en a besoin. On en a besoin, et dans un système électrique, on sait mieux gérer la surcapacité que la sous-production. Moi je dors mieux aujourd'hui que ce que je dormais en 2022, je vous le dis. Et je pense que chez RTE, responsable de l'équilibre du système, ils dorment mieux aujourd'hui qu'en 2022, et leurs rapports sont moins anxiogènes. Et alors pour terminer cette démonstration sur les prix négatifs, si l'EPR de Flamanville était en service aujourd'hui et qui produisait de l'électricité à isosystème, eh ben on aurait plus d'heures de prix négatifs. Voilà, parce qu'un prix négatif, c'est une surabondance de la production par rapport à la consommation. Donc si vous ajoutez de la production électrique, quel que soit le moyen, forcément vous avez plus de prix négatifs. Est-ce qu'on aurait dit c'est la faute de l'EPR de Flamanville? Ben non, parce qu'un système électrique, c'est un système composé de plusieurs objets. Bon, on aurait eu le bon raisonnement cette fois. Mais ce bon raisonnement, il faut une neutralité technologique. Il faut l'avoir vis-à-vis de tous les moyens de production. Alors ensuite, sur ces prix négatifs, je vais continuer là-dessus parce que ça occupe quand même une bonne partie dans le débat. Attention, il y a prix négatif et prix négatif. Moins 0,1, c'est négatif. Moins 78, c'est négatif aussi. Voilà. Pourtant, c'est pas la même chose. Et l'écrasante majorité des prix négatifs qu'on a aujourd'hui sont compris entre moins 1 et 0, et il y a une minorité qui est en dessous de moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a ces prix négatifs à ces moments-là? C'est parce qu'il y a des producteurs qui vous disent « moi je préfère perdre 1 euro ou vendre à perte plutôt que de m'arrêter, parce que ça a un coût ». Bon, pourquoi pas? C'est tout à fait gérable. Ça génère aussi des opportunités pour certains consommateurs qui peuvent s'exposer à ces prix négatifs ou ces prix nuls, qui n'existent que sur les marchés du jour pour le lendemain. Donc, si vous achetez sur des produits long terme, aujourd'hui, à part quelques exceptions, vous n'avez pas l'intégration de ces prix négatifs. Vous payez un prix ISO. Mais pour les consommateurs qui ont cette capacité à s'exposer à des prix spot, qui généralement sont moins chers que les forward, les prix négatifs et les prix nuls, c'est une opportunité de compétitivité. Et de manière générale, ça fait de toute façon baisser les prix forward. Alors est-ce que c'est vraiment un problème? Non, c'est une opportunité. On a un système électrique qui change, on a besoin de nouveaux moyens de production décarbonés qui sont différents des moyens de production décarbonés d'aujourd'hui. Et donc on a un système à adapter, on a des solutions à proposer. Et donc ce n'est pas les problèmes qui arrivent, c'est des nouvelles opportunités qui se créent et une conduite du système électrique à faire évoluer. À ce sujet-là, j'aimerais partager une autre fake news que j'ai entendue à propos des acteurs du solaire, c'est que vous seriez les grands responsables du blackout espagnol. Voilà, moi j'ai écouté la table ronde juste avant, j'ai pas l'impression que l'Espagne arrête sur l'énergie solaire, bien au contraire. Voilà. Ça vous amène 2 choses. La première, c'est que, outre le fait que c'est complètement faux, il y a le rapport de l'ENSOE sur le blackout espagnol qui va paraître dans 2 jours, mais on est plusieurs déjà à connaître à peu près le contenu. C'est que, outre le fait qu'il y a eu un problème sur la chaîne de commandement, le système électrique change et des services qui étaient parfois nativement rendus par des machines tournantes ne sont pas nativement rendus par des panneaux solaires, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas nativement rendus qu'ils ne peuvent pas l'être. Et à ce titre, vous, acteurs du solaire, devez être partie prenante des solutions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit un nouveau phénomène, je ne vais pas dire un problème, parce que vous voyez bien que les problèmes peuvent être des opportunités, mais à chaque fois qu'on voit des nouveaux phénomènes arriver sur le système électrique, et on en verra, c'est sûr, parce qu'on est en train de transformer le système électrique, il faut que vous soyez acteurs de la solution.
Il y a une bonne raison pour laquelle on a ouvert les marchés de l'électricité et pour lesquels on a décentralisé le système électrique. C'est parce que c'est comme ça qu'on peut faire de l'innovation. Voilà. On fait moins d'innovation en monopole centralisé, qu'il soit public ou privé. Hein. Et très souvent, ce n'est pas les très grosses entreprises qui innovent. C'est d'abord les plus petits acteurs. Et décentraliser le système électrique, ça a cette vertu-là, c'est que ça a permis d'innover. Voilà. Et ça doit permettre encore d'innover à l'avenir. Et donc vous, entrepreneurs du système électrique à qui on a permis d'exister, vous devez porter une partie de cette innovation. Et si vous ne la portez pas nativement dans votre business, vous devez être conscient qu'elle existe. Parce qu'à chaque fois qu'on vous dira que oui, mais vous n'êtes pas des machines tournantes, oui, mais les prix négatifs, vous devez pouvoir répondre à ça. Et c'est ce qui amène mon deuxième point, c'est qu'il va falloir apprendre à vous défendre. Vous savez, le leader, celui qui est le plus exposé, c'est toujours celui qu'il est tentant d'attaquer. Et donc il faut pouvoir se défendre. Et il faut pouvoir se défendre, non pas en critiquant les autres, non pas en critiquant certaines énergies qui font quelque part partie du roman national et qui aimeraient bien arriver à faire sortir ces projets en même temps que vous, j'ai ciblé personne, mais en proposant des solutions. C'est-à-dire que, oui, vous n'êtes pas des machines tournantes. Et alors, les services d'inertie peuvent être amenés autrement. On a des expérimentations, on a des travaux sur le terrain pour faire ce qu'on appelle du grid forming et donc permettre de répliquer le fonctionnement des machines tournantes et apporter un service en fréquence. Ça va être pareil sur les services de tension. Services de tension qui, je vous le prédis, seront au cœur du rapport qui paraîtra dans 2 jours. Mais au-delà d'être au cœur du rapport qui paraîtra dans 2 jours, tous ces services en tension, tous ces services d'inertie dont on a besoin sur le réseau électrique, vous, acteurs du solaire, vous devez être capable de dire « mais nous, on sait faire. On sait faire, on peut proposer. » Voilà comment il faudrait faire évoluer les réglementations. On parlait beaucoup de réglementation dans la table ronde précédente, et on parle toujours de réglementation dans le monde de l'énergie, puisque forcément c'est un milieu qui est très réglementé. Donc à chaque fois qu'on a une innovation, elle n'a pas été prévue. Voilà. Donc il faut pouvoir faire évoluer les textes. Mais vous pouvez proposer ces innovations-là. Vous pouvez dire, non mais on peut apporter de la pilotabilité au système électrique. C'est-à-dire qu'on le fait déjà à la baisse, avec un passage à 0. Mais demain, on peut le faire avec de la modulation. Puis si on le fait à la baisse, on peut le faire à la hausse. Puis si on s'adosse à des services de flexibilité, on apporte une certaine pilotabilité. Et quand on fait de l'autoconsommation, vous le savez, quand vous installez des panneaux solaires chez vos clients, le premier truc que vous leur dites, c'est maintenant il va falloir voir vos consommations pour arriver à les caler sur les heures d'ensoleillement pour maximiser votre coefficient d'autoconsommation. Et ça, c'est une opportunité énorme pour le système électrique. Pourquoi? Parce que comme on installe de plus en plus de panneaux solaires, Yannick Jacquemart vous le dira peut-être à la table ronde suivante, les risques de sécurité d'approvisionnement pendant les heures d'ensoleillement sont extrêmement faibles. Voilà, ils sont concentrés sur la rampe et le plateau du matin et la pointe du soir. Donc en faisant émerger de plus en plus d'autoconsommation, et vu votre croissance fulgurante de 56%, il me semble l'an dernier, en fait vous apportez un service au système électrique, puisque vous déplacez la consommation à des heures où il n'y a pas de problème de sécurité d'approvisionnement. Et alors ce besoin de se défendre et d'avancer des solutions, il est d'autant plus important que, attention, on entre parfois dans le débat public dans l'ère des simplismes. Alors attention, photo choquante. Voilà, notre assemblée, pas très pleine, au moment d'un vote sur le moratoire des énergies renouvelables. Attention, hein, ce moratoire sur les énergies renouvelables, il n'a pas été proposé par un député RN, hein. Voilà, il a été déposé par un député LR. Voilà. Après, il se trouve que les députés RN l'ont voté, mais le message que je voulais vous passer là, c'est attention, vous êtes menacés. Vous êtes menacés, et donc quand on est menacé, comme je vous l'ai dit juste avant, il faut se défendre, et il faut apporter les solutions. Et c'est d'autant plus important d'apporter les solutions pour vous que, comme on l'a dit,
vos pouvoirs sont sans limite. Donc, il faut arriver à ancrer dans le débat public que l'injection en totalité sans regarder ce qui se passe, les vieux contrats à 500 €, tout ça c'est terminé, en fait. Que vous êtes des acteurs de l'innovation, vous êtes capable de proposer des services de tenue sur le réseau, on vous dira que vous êtes intermittent. La bonne réponse à ça c'est oui, et alors? Pas pour ça qu'il n'y a pas de service rendu. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas adosser des solutions, et c'est pas pour ça qu'on n'est pas pilotable à la baisse donc à la hausse, c'est pas pour ça qu'il n'y a aucun service. Enfin, au même titre que ce mot a été utilisé dans le passé pour vous disqualifier en tant que solution pertinente sur le réseau électrique, aujourd'hui doit glisser sur vous. Oui, le solaire produit quand il y a du soleil, on est tous au courant de ça. Dites-moi quelque chose que je ne sais déjà pas. Moi, je vous le dis, oui, on est intermittent, mais pour autant, on peut vous proposer plein de briques de solutions. On a des onduleurs, on a des services de commandement des panneaux à distance, on peut respecter plein de consignes. C'est-à-dire que si vous nous dites qu'il faut s'effacer en passant d'une certaine production à zéro brutalement dès qu'il y a un prix négatif, on va le faire. Voilà, on l'a fait dans le passé. Maintenant, on peut aussi faire plus intelligent. Voilà. Et effectivement, à mesure que le solaire deviendra de plus en plus dominant sur le système électrique, avoir des réglementations aussi brutales, c'est peut-être pas la bonne solution. Voilà. Les pouvoirs publics y réfléchissent, mais vous devez prendre les devants. Vous devez prendre les devants parce que vous êtes innovants. Voilà. Parce que vous êtes les acteurs de la décentralisation de ce système électrique qu'on a fait émerger justement pour innover sur le plan technique, pour innover sur le plan contractuel. Et ça, vous devez l'avancer. Des solutions, il y en a plein, hein, vous les connaissez vraiment mieux que moi. Certaines sont très mal connues, hein, c'est-à-dire que si vous dites que vous êtes capable de répliquer le fonctionnement des machines tournantes, on va vous dire bah non. Je me souviens d'une intervention de feu notre Premier ministre François Bayrou qui avait dit mais non, on ne pourra pas faire plus de renouvelables, c'est pas la même électricité. Bah oui, vous produisez en courant continu. C'est de l'alternative sur le réseau. Bon, vous savez, moi j'ai fait Supélec, j'ai fait un peu d'électronique de puissance, je me suis dit, bah zut alors, j'ai tout raté. Bref, je pense qu'il était plus comme le premier recruteur que j'ai rencontré que comme celui qui détient la vérité. Il a fait latin-grec, François Bayrou. Il a fait latin-grec. Il y a des gens très bien qui font du latin et du grec. J'en ai fait. Mais vous savez, en sciences et en technique, il ne faut jamais prendre les choses comme acquises. Si vous les prenez comme acquises, vous ne les questionnez plus. Si vous ne les questionnez plus, elles entrent non pas dans le domaine de la connaissance, mais de la religion. Très bien d'avoir de la religion, chacun chez soi, mais si on fait de la religion sur le système électrique, on ne fait pas bouger, on n'a pas les nouvelles innovations, alors que justement le réseau électrique est en permanente mutation. Donc je vous ai mis des choses, je vous ai mis les prix négatifs. Hein. Enfin, vous savez, moi je suis toujours amusé quand on me dit le solaire c'est pas pilotable. Alors moi je regarde Echo de Watt, je dis bah là il y a une certaine pilotabilité, ou alors il y a quelqu'un qui a voulu dessiner un Batman, je sais pas, mais ça c'est pas venu de nulle part. Voilà. Certains vous disent aussi le nucléaire c'est complètement pilotable, par contre il faut arrêter de le faire moduler. Non mais vous choisissez. Enfin, moi je veux bien qu'on dise que c'est une énergie fatale. Il y a des très bonnes énergies fatales. Hein. L'hydraulique file de l'eau, bon bah oui, ou l'hydraulique sans réservoir, bah voilà, la turbine elle tourne, c'est le début du fleuve, on l'arrête pas, c'est une énergie fatale, on l'intègre dans le réseau et c'est très bien. Personne critique l'hydraulique file de l'eau. Bon, le nucléaire, si on dit que ça module pas, c'est que c'est pas pilotable. Voilà, c'est une énergie fatale, on fait avec. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne utilisation de l'énergie nucléaire. Et je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne façon de défendre le nucléaire, mais ça je le tiendrai dans une autre conférence. On vous parle souvent des batteries. Il n'y a pas que les batteries. Hein. La flexibilité, c'est beaucoup plus large que ça. Et quand je dis que vous devez être des opérateurs de solutions, il y a un secteur aujourd'hui qui doit s'électrifier à grande vitesse et qui ne s'électrifie pas autant que ce qu'on voudrait, c'est le secteur des transports. Et alors malheureusement, ils sont autant victimes des fake news que vous. Hein. Enfin, moi, quand je tape véhicule électrique dans YouTube, je me fais peur. Hein. Je me dis que mon véhicule électrique va sauter dans la rue, que je ne pourrai plus l'utiliser dans 3 semaines. Bon. Donc ça, c'est faux. Enfin, aujourd'hui, un véhicule électrique, c'est beaucoup plus économique qu'un véhicule thermique.
Voilà. Il y a la question de l'investissement. Parce que les particuliers achètent des véhicules d'occasion, pas des véhicules neufs. Donc ils disent oui, mais aujourd'hui c'est trop cher parce que j'ai un marché de l'occasion qui n'est pas suffisant. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il commence quand même à exister. Hein. Si vous allez sur lacentrale.com, vous trouvez des véhicules électriques. Alors, vous n'en trouvez pas autant que des thermiques, et vous les trouvez à des prix aussi compétitifs que les thermiques d'il y a 3 ans. Donc, ça arrive. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que vous, quand vous faites de l'autoconsommation chez les clients, vous commencez à mettre la main dans leur consommation. Vous pouvez commencer à leur demander, est-ce que vous avez un véhicule électrique? Oui, non. Commencez à parler de ça. Est-ce que vous avez une borne? Oui, non. Qu'est-ce que ça peut vous faire économiser d'avoir une borne, un Powerwall? Puis derrière, comment on peut la piloter? Alors là, tout de suite, on vous demande, oui, mais attendez, si on pilote ma batterie, elle se recharge, elle se décharge, elle va vieillir plus vite. Bon, c'est pas exactement vrai, ça. Hein. La pire façon de recharger un véhicule électrique, c'est de le recharger en continu et de le laisser en permanence branché. Si vous avez une charge qui est pilotable, au contraire, vous ménagez un peu la batterie, ça rend un service du coup à l'utilisateur, ça rend aussi un service au réseau. Parce que du coup, vous arrivez à caler aussi la recharge du véhicule électrique au meilleur moment. Et ça, vous, acteurs du solaire, vous devez pouvoir porter ce discours. Surtout dans l'autoconsommation, vous mettez la main dans les consommations des clients. Et ça fait partie des solutions. Pas seulement des défis qu'on rencontre sur le réseau électrique, mais des défis qu'on a sur l'approvisionnement en pétrole, sur le prix de l'essence et sur la décarbonation. Alors je sais que décarbonation aujourd'hui, ça parle moins aux acteurs publics que ça ne pouvait parler en 2019, mais justement, parlons compétitivité, parlons souveraineté. Voilà. Alors là, derrière, on va vous dire, oui, mais vos panneaux solaires, ils sont importés de Chine. Bon, je ne savais pas que le but, c'était de faire de la France une île et de ne plus avoir des échanges avec les autres. Oui, un panneau solaire, très souvent, ça peut venir de Chine, quoique je sais que certains dans la salle essayent de faire plus local. Enfin, le panneau solaire, le prix du panneau solaire, c'est 20% de... oui, les iPhones, on ne s'est jamais posé la question des iPhones d'où ils venaient, mais c'est encore un autre débat, mais ça reporte le débat. Si vous voulez, on peut aussi dire... De toute façon, le panneau solaire, c'est 20% du prix de l'installation, c'est-à-dire qu'il y en a 80% qui vient d'ailleurs et du contenu local. C'est à peine quelques points de pourcentage du prix que vous payez votre énergie solaire. Donc c'est pas parce qu'il y a des parties qui sont importées qu'il n'y a pas de valeur créée localement. Alors là, on va vous dire, un peu de mauvaise foi, oui, mais vous déplacez une dépendance vers une autre. Oui, mais c'est pas du tout la même. Je veux dire, si demain, la Chine, qui a d'énormes surcapacités de production de panneaux solaires, fait un moratoire sur l'envoi des panneaux solaires en France, est-ce que ça aura le même impact que la crise énergétique qu'on a eue en 2022? Pas du tout. Pas du tout. Et là encore, il faut penser solution. Il y a plein de solutions à ça. On peut produire localement des panneaux solaires. Ils seront peut-être plus chers. Voilà. Mais si on est prêt à payer pour le contenu local, pourquoi pas? Après, si vous me demandez... je ne sais pas, je ne suis pas sûr que concurrencer la Chine, qui a déjà des surcapacités sur la production de leurs panneaux, ce soit ce qu'il faille massifier. Mais il y a d'autres choses qu'on peut massifier. Les panneaux solaires, ils sont chez nous. Une fois qu'ils sont en fin de vie, ils sont toujours chez nous. Donc on peut en faire des choses. On peut en faire du recyclage, on peut les utiliser localement. Il y a des techniques de réemploi. Il y a plein de choses qu'on peut faire au service de la sécurité d'approvisionnement. Moi, je préfère le mot sécurité d'approvisionnement que souveraineté. Souveraineté, tout le monde met un petit peu ce qu'il veut derrière. Tant que c'est pas 100% français, ce serait pas souverain. Je ne savais pas que nous produisions absolument tout nous-mêmes, y compris nos téléphones. Non. Le vrai sujet, c'est la sécurisation des approvisionnements. La sécurisation des approvisionnements, c'est être sûr que d'avoir ce dont on a besoin à un prix raisonnable. Il n'y a aucun risque sur les panneaux solaires aujourd'hui. Voilà. Tout ce discours, il faut le porter parce que vous êtes très attaqués, je le sais. Je fais beaucoup de posts à vous défendre, j'échange beaucoup avec Richard sur le sujet qui m'apporte quelques points techniques que je ne vois pas toujours, n'étant pas directement un professionnel du solaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes les leaders, donc vous êtes les plus visibles, et donc on va vous attaquer. Donc il faut se défendre, et il faut se défendre de la bonne façon. Vous n'êtes pas le problème, vous êtes la solution. Vous pouvez apporter ces solutions. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire, mais avec les grands pouvoirs viennent les responsabilités, et ça, vous devez les porter. Je sais que vous pouvez le faire. On a décentralisé le système électrique pour ça, pour permettre d'innover. Donc vous êtes condamnés à innover et à le démontrer. Je vous remercie.
prend quelques questions, Nicolas? On peut prendre quelques questions, alors, si vous le souhaitez. Est-ce qu'on va tendre un micro à ceux qui veulent poser des questions à Nicolas? On a à peu près, 6 minutes, parce que c'est vrai qu'après, c'est la pause déjeuner, comme tu disais. Allez-y, n'hésitez pas. On a des questions à poser. Ou alors non, très clair. Ah si, dans le fond, pardon. Merci, oui. David. Allez-y, monsieur, présentez-vous. Oui, bonjour, Alexis Ravenir de Général du Solaire. Une question que vous avez évoquée rapidement, sur le fait que les prix négatifs ne concernent que le marché spot, donc le marché au lendemain. Est-ce que le fait de réserver une bonne partie du volume solaire sur du marché plus long terme, c'est une solution qui paraît comme ça un peu évidente, mais est-ce que c'est une vraie solution pour diminuer l'impact des prix négatifs, ou est-ce que c'est une idée un peu débile? Alors, réserver une partie des volumes du solaire à quoi? J'ai pas entendu. À des marchés plus lointains, qui eux ne sont pas touchés par des marchés des prix négatifs. En fait, pour ça, il faudrait que ces marchés arrivent à pricer le solaire. Et alors, je suis dans un groupe de prospective sur la gestion des nouveaux équilibres dynamiques du réseau. Notre première intuition, c'était d'aller voir les plateformes de marché, donc EEX et autres, pour leur dire, mais est-ce que vous ne pourriez pas intégrer la cloche solaire dans certains de vos produits? Alors, eux nous ont répondu qu'ils l'ont testé sur certaines zones et que ça ne prend pas tellement. Voilà, ils ont dit, en fait, nous, on est des plateformes, donc on essaie de regarder déjà ce qui se passe over the counter, c'est-à-dire en dehors des places de marché, puis quand il y a suffisamment d'appétence, nous, on développe des produits standardisés sur lesquels il nous faut une certaine liquidité. Eux nous disent que pour l'instant, ça prend pas tellement. Quand j'en parle à des fournisseurs aujourd'hui en disant, vous, fournisseurs, vous devez quand même proposer un prix qui est compétitif à vos clients, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Eux me disent aujourd'hui que ce qu'ils utilisent, c'est les offres bloc plus spot, et que déjà ça, c'est un peu compliqué, mais il y a un petit peu d'appétence pour ça, que ça marche déjà avec des produits standardisés. Donc c'est une offre bloc plus spot, c'est-à-dire vous avez votre forward, et après vous avez une partie au spot, puis vous pouvez cliquer quand effectivement c'est intéressant et quand vous avez cette capacité à consommer plus. Moi je pense que c'est une vraie opportunité pour l'industrie. Ça commence à émerger pour l'instant. Les fournisseurs me disent que c'est suffisant et que le forward cloche solaire, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Bonjour Nicolas. Question, allez-y, oui. Bonjour Nicolas, Adrien Clément. Vous avez dit qu'on était une partie de la solution, puisqu'on innovait. Je remarque que toute la réglementation repose sur des documents cadres, notamment Futur 2050, le SDDR qui est en cours de enquête publique. C'est des documents qui reposent sur des datas qui sont assez anciennes et qui souvent mettent un peu de côté les innovations très récentes. Quels conseils vous pouvez nous donner pour essayer de faire évoluer ces documents? On voit qu'aujourd'hui, les S3 ENR sont un peu à l'arrêt, les mises à jour des S3 ENR, parce qu'ils ne correspondent pas exactement au plan prévu dans le SDDR. Comment on peut essayer de faire en sorte que RTE puisse quasiment annuellement mettre à jour ces docs? Alors, annuellement, vous avez le bilan prévisionnel qui est fait chaque année et qui est concerté. Les futurs énergétiques, c'est mis à jour tous les 5 ans. Donc là, vous savez que les derniers ont été publiés en 2021. Donc 5 plus 5, ça fait 2026, c'est-à-dire que c'est l'an prochain. Je peux vous donner un exemple d'une filière qui portait certaines innovations qui n'avaient pas été prises en compte dans une version et qui, suite à concertation, a été intégrée. C'est que dans les futurs énergétiques 2050, vous avez un scénario, le scénario qui est le plus nucléaire s'appelle le N03. Dans ce scénario, à la base, il n'y avait pas du tout les petits réacteurs nucléaires. Voilà. La filière s'est beaucoup mobilisée pour dire que c'était un vrai manque, pour démontrer qu'il y avait des projets, pour démontrer que ça se faisait ailleurs dans le monde, que sur l'horizon de temps étudié, qui est un horizon de temps de 30 ans, il y a 30 ans, on ne s'envoyait pas des mails quotidiennement. Voilà, faut voir que tout est permis là-dessus. Du coup, RTE, suite à cette concertation publique-là, a intégré les SMR dans son scénario N03. Alors, il y avait plein de trous dedans, c'est-à-dire quel prix vous donnez à un SMR. Voilà, personne ne sait. Donc RTE a dit, on les met au prix de Flamanville ou au prix de l'EPR2, et puis voilà. Outre le fait que ça nous permet de les intégrer, ça nous permet de parler de ça. Donc vous, il faut que vous soyez mobilisés dans ces concertations. C'est-à-dire que
cet exercice des futurs énergétiques qui est en train d'être mis à jour. Il y a plein de groupes de travail, il y a plein de concertations. Voilà. Il faut occuper la place. Il faut occuper la place. Il y a d'autres acteurs, d'autres filières qui l'ont compris, qui sont là, qui avancent des choses, qui sont intégrés par RTE. Il faut des preuves, il faut des documents. Alors les preuves, normalement, vous devriez pouvoir les avoir. Je sais qu'il y a plein de choses innovantes qui se font sur le solaire. Donc. Mais il faut les documents qui montrent ces projets, qui peut-être proposent des visites, qui montrent à qui on peut parler. Et comme ça, RTE pourra l'intégrer. Et d'ailleurs, le grid forming, dans l'exercice de 2021, donc déjà il y a 4 ans, c'est intégré. Hein. C'est même pricé. C'est même pricé. Alors si je vous donne le chiffre comme ça, c'est facile hein, pour disqualifier quelque chose de massif, vous donnez le chiffre, puis c'est toujours des gros chiffres. Mais si vous le rapportez aux investissements qu'il y a à faire complètement dans le système électrique, c'est pouillème, quoi, hein, le grid forming. Les défis sont pas là. Le défi sur le grid forming, c'est comment est-ce qu'on l'intègre dans la réglementation. Et ça pose d'autres questions que celles que vous posez là. Mais si vous voulez être intégré dans les documents prospectifs, il faut occuper la place sur les débats publics, publier des docs, montrer des projets. Alors j'ai une dernière question qui est en ligne, hein, comme ça à poser avant qu'on marque la pause. Je la lis telle quelle. Hein. Si la France sortait du système du merit order ou si les centrales charbon étaient arrêtées, le prix du kilowatt baisserait fortement. Dans ce cas, est-ce que les projets PV seraient rentables? Alors ça part d'un postulat quand même cette question. Si vous pouvez me relire le... C'est pour ça que j'ai dit je la lis telle quelle. Hein. Voilà, c'est si on sort du principe du merit order. Et si les centrales en plus charbon étaient arrêtées, on a un double conditionnement. Les centrales à charbon en France, elles sont quand même pas mal arrêtées, c'est-à-dire que. Moi je lis telle qu'on m'a transmis. Hein. Après il faudrait pouvoir passer le micro à celui qui a posé la question. Hein. Et écoutez, sur le fonctionnement au merit order, justement, il a été largement questionné pendant la crise de 2022, où on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce système. Et ce qui ne va pas, c'est pas le fonctionnement au merit order. Voilà. Il y a un consensus chez les économistes de l'énergie pour dire que c'est pas ça qui dysfonctionne. Par contre, c'est pas ça qui fait tout le système électrique. Hein. On n'est pas tous exposés au prix du jour pour le lendemain. C'est le rôle d'un fournisseur d'arriver à vous protéger des variations du marché via le prix qui vous propage. Hein. C'était exactement le propos d'Edouard Hublot. Donc à vrai dire, je ne comprends pas cette question. Et je pense c'est pour ça que j'ai dit que je la lisais telle quelle. Le postulat est différent de la conclusion qu'ont eu les principaux économistes de l'énergie qui ont été réunis par la Creux en 2023. Donc je ne saurais pas y répondre. Au moins, on a parlé du sujet du merit order et voilà, c'est méritant, si je puis dire. Merci Nicolas Goldberg pour votre intervention. Merci à vous et bon appétit. On peut encore vous applaudir. Merci.